L'enfer écologiste est pavé de bonnes intentions. Seulement voilà, maintenant les peuples en ont marre et ils commencent à se révolter. Mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais répondre à la question que Benny m'a posée dans les commentaires. Benny soit-il me demande si je crois en Dieu. Benny, je ne sais pas si Dieu existe. Mais s'il existe, ce dont je suis sûr, c'est que c'est un geek qui joue aux Sims toute la journée. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez peut-être de Shana. Shana Rien à manger, c'est cet agriculteur sri-lankais qui faisait pousser du riz pour élever sa famille. Et puis du jour au lendemain, le gouvernement sri-lankais lui a dit qu'il fallait continuer à faire du riz, mais du riz bio. Et du coup, il ne fallait surtout plus utiliser d'engrais chimiques ou de pesticides. Résultat, au bout de 6 mois, Shana n'avait plus assez de riz pour nourrir sa famille. Et en fait, la production globale de riz au Sri Lanka a été divisée par 2. Et tout ça, c'est fini par une révolution. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vous en parle pas plus et je vous invite à aller la voir. Et je reviens sur Shana. Shana, suite à sa révolution, comme vraiment il n'y avait pas moyen de faire vivre sa famille dignement, il a émigré en France. Et il a trouvé un boulot chez un autre agriculteur, James. James Leblé, il est agriculteur de père en fils, aussi loin qu'on s'en souvienne. Pas moyen de savoir quel était le premier agriculteur dans cette famille, mais on se dit qu'il a dû connaître Clovis. Bref, James Leblé a une bonne expérience de la façon de faire pousser le blé. Seulement voilà, selon des techniciens de Bruxelles, des gens qui n'ont jamais vu un champ de blé, ou peut-être très rapidement en passant en TGV ou en avion par-dessus, ces gens-là ont décidé que James, décidément, était incapable de faire pousser du blé tout seul. Et ils commencent à lui donner des recommandations sur la façon de faire son métier d'agriculteur. Et ça, Shana, ça lui a fait extrêmement peur, parce qu'il l'a déjà vu dans son pays, le Sri Lanka. Du coup, Shana en a un peu discuté avec James. Au Sri Lanka, on avait interdit 100% des utilisations d'engrais. En Europe, on va interdire d'ici 2030 50% des pesticides et 20% des engrais chimiques. En fait, la volonté des fonctionnaires européens, c'est de rendre plus durable le système alimentaire européen. Ce qui est merveilleux avec ce mot de plus durable, c'est que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire et que du coup, vous pouvez le mettre un petit peu à toutes les sauces. Ça justifie toutes les bêtises. Bref, les fonctionnaires européens ont décidé de mettre en place le système de la ferme à la fourchette. Et beaucoup d'États européens ont décidé d'aller encore plus au-devant de ça et d'accélérer leur rythme vers ce merveilleux plan de la ferme à la fourchette. En fait, quand je vois le plan de la ferme à la fourchette, j'ai vraiment l'impression que l'art de la politique, c'est souvent de chercher des problèmes qui n'existaient pas, de les trouver, puis ensuite de les sous-estimer, et enfin d'appliquer de manière systématique et totalement inadéquate des mauvaises solutions. Enfin bref, les fonctionnaires de Bruxelles ont mis en place le plan de la ferme à la fourchette pour réduire de 50% l'utilisation de pesticides et de 20% l'utilisation d'engrais. Et ça commence à beaucoup énerver certains agriculteurs. Parce que James, lui, il se fait la même réflexion que moi. Il se dit que ça fait des siècles que sa famille s'occupe de faire pousser du blé et qu'il a un petit peu d'expérience et que globalement, il sait comment faire et qu'il n'a pas besoin qu'un fonctionnaire de Bruxelles qui n'a jamais vu un champ de blé vienne lui expliquer comment on fait pousser du blé et comment on le vend. Et ça, on le voit pas que chez James. On voit que les agriculteurs néerlandais se sont déjà révoltés, les Italiens n'ont pas été très loin de le faire, ils sont suivis par les Allemands et les Polonais, et on commence à avoir tout un groupe d'individus qui se dit que finalement, ils sont quand même beaucoup plus légitimes que les politiques pour décider de la façon dont il faut faire leur métier. Bref, on voit un décalage de plus en plus grand entre les politiques et la base. Et ce décalage, il ne concerne pas que les fermiers comme James. Non, on le trouve dans de plus en plus de secteurs. Par exemple, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le secteur automobile, où on veut maintenant vous obliger à acheter des voitures électriques et à ne plus acheter de voitures thermiques. Et ça, c'est le plan 2035 pour la voiture
électrique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans la description ici, comme ça vous pourrez aller la voir si vous voulez. Le peuple, lui, veut acheter des voitures thermiques qui représentent encore un peu plus de 85% des ventes de véhicules, mais le politique, lui, sait ce qui est bon pour le peuple et veut lui imposer la voiture électrique. Du coup, après l'avoir subventionné massivement, et pour subventionner la voiture électrique, eh bien, on vous prend de l'argent et des taxes, mais peu importe. Après avoir subventionné massivement la voiture électrique, eh bien, maintenant, les gouvernements ont décidé d'interdire la voiture thermique à partir de 2035. Et donc, il y a un décalage entre ce que veut le peuple et ce que veut le politique. Et puis, on le voit aussi avec l'énergie. On a mis partout des éoliennes et des panneaux solaires, en vous faisant croire qu'il y aurait une transition énergétique et qu'on pourrait finalement vivre et avoir de l'énergie à profusion en utilisant ces moyens plus ou moins naturels. On a oublié de vous parler des problèmes que ça faisait sur le plan carbone, parce que ces éoliennes, il faut bien les fabriquer, aux problèmes qu'il y avait dans l'enfoncement dans le sol, puisqu'il faut des tonnes de béton pour pouvoir les maintenir debout. Et puis, on vous a montré que les côtés positifs. On vous a fait croire que finalement, les moulins à vent qui existaient au Moyen-Âge, c'était l'énergie du futur. Bref, le politique est allé à fond sur l'éolien et l'énergie solaire, et il a dénigré le nucléaire, et il pensait pouvoir se passer des énergies carbonées comme le pétrole ou le gaz. Mais voilà, la réalité vient aujourd'hui, et le gouvernement ne sait plus comment il va pouvoir vous chauffer cet hiver. Et il demande maintenant à tout le monde de baisser les clims, d'éteindre les lumières, et de faire très attention pour qu'on puisse avoir assez d'électricité cet hiver. Il y a même a priori la Commission européenne qui demande à tous les États de baisser leur consommation d'énergie de 15% dans les mois qui viennent pour réussir à passer l'hiver. Et ça va peut-être même être une obligation qui leur sera faite. Bref, là encore, les élites prennent une décision complètement contre-productive et derrière, le peuple doit en payer le prix. Et ce décalage entre le peuple et les élites, il devient de plus en plus flagrant. Et si je vous parlais tout à l'heure de James et de Shanna, eh bien c'est parce que l'on voit que maintenant, une partie du peuple commence à se révolter contre ces élites. Alors, dès qu'il a un représentant, cette partie du peuple, on l'appelle populiste. Comme ça permet de le disqualifier. Et dès que des médias en parlent, des médias qui ne sont donc pas des médias mainstream, eh bien, on dit que ce sont des fake news ou des complotistes. Comme ça, eh bien, ils sont automatiquement disqualifiés aussi. Et le bon gouvernement, lui, peut se parer de toutes les vertus, de toutes les honneurs. Après tout, il est écologiste et il travaille pour votre bien. Et moi, ce que je me demande, c'est combien de temps ça va pouvoir durer. Parce qu'on voit quand même que ces politiques qui ont l'écologie à la bouche et les belles idées en bandoulière sont de plus en plus mal élus. Vous pouvez le voir dans à peu près tous les pays. Le taux d'abstention est de plus en plus fort et il représente de moins en moins de personnes. Et finalement, ils ne gagnent aujourd'hui que parce qu'ils accusent l'autre camp d'être fasciste ou alors d'être complotiste ou alors d'être populiste. Bref, ils ne gagnent que parce qu'ils arrivent à diaboliser le camp d'en face. Et quand cette technique ne marche plus, on le voit dans plusieurs pays, eh bien finalement ce sont des populistes qui sont élus. Et ces populistes, eh bien ils sont même réélus et très bien réélus. Et du coup, eh bien je me demande combien de temps ça va tenir. Est-ce que réellement on va continuer à avoir ces politiciens avec les bons sentiments en bandoulière réussir à passer encore de nombreuses années? Ou est-ce que finalement les peuples vont finir par se révolter contre tout ce qu'on leur fait subir? Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que finalement les révoltes sont proches, révoltes complètement démocratiques, j'appelle pas du tout à aller avec des pics dans la rue, mais est-ce que vous pensez que tout ça c'est proche et qu'on va enfin penser à nous et à nos enfants et réussir à changer un système politique qui est à bout de souffle? Ou est-ce que vous pensez que non, que tout ça est bien ancré, que les politiciens ont réussi à bien mettre la main sur les États et qu'ils ne sont jamais renvoyés chez eux? Dites-le moi dans les commentaires.
Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur des mensonges que le gouvernement français vous a fait au fil des années. Je vous mets un lien ici dans la vidéo et puis également dans la description. Et le dicton du jour: si tu n'as pas les bons produits, trouve les bons pigeons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.